Sensation dès le premier jour à Roland-Garros avec l'élimination précoce et tout à fait logique de Dominic Thiem, Osaka menacée d'exclusion si elle continue à bouder les conférences de presse et Roger Federer le grand retour en Grand Chelem. C'est le programme de votre digest de Roland, le premier. Mettez-vous un café serré en backup et on attaque tout de suite avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec le drama qui ne cesse d'enfler autour de Naomi Osaka. Ici on la voit donc juste après son match contre Tig se plier à l'exercice du questionnaire avec Fabrice Santoro après le match, mais on le rappelle aussi, Naomi Osaka c'est depuis mercredi un refus absolument net et précis de s'exprimer en conférence de presse. On le rappelle aussi, forcément les joueurs et les joueuses qui refusent de s'exprimer en conférence de presse, ça arrive aussi de temps en temps, c'est pas simplement Naomi Osaka, doivent payer 15 000 $ d'amende. Alors certes, on est d'accord, l'exercice de la conférence de presse c'est un exercice qui est souvent abject et redondant, les journalistes posent souvent les mêmes questions, on a des réponses très langue de bois de la part des joueuses et des joueurs qui ont envie de se protéger nécessairement. Les journalistes eux sont là pour essayer de récupérer la petite côte qui fera mouche sur les réseaux sociaux, surtout si elle est postée hors contexte, mais je pense aussi que ça fait partie tout simplement de leur métier, ce sont des professionnels et doivent répondre aux questions des journalistes. Et l'effet pervers de cette décision, c'est que paradoxalement ça a créé un effet stressant autour d'elle, c'est-à-dire que le fait de refuser de s'exprimer en conférence de presse face aux journalistes, ça amplifie le focus autour de sa personne, les gens parlent d'elle davantage, et pour une personne qui dit qu'elle veut protéger sa santé mentale, elle ne veut pas trop s'exposer par rapport à la presse, par rapport aux journalistes, eh bien elle obtient l'effet contraire, ce qui est quand même assez ballot. Surtout que Naomi, c'est pas forcément une super joueuse de terre battue, elle a jamais atteint la deuxième semaine à Roland-Garros, et comme vous pouvez vous y attendre, les tournois du Grand Chelem et Roland-Garros en priorité ont réagi à cette décision. Donc on a eu un communiqué qui est tombé il y a 1 heure maintenant. Nous avons informé Naomi Osaka que dans l'hypothèse où elle continuerait à manquer à ses obligations médiatiques pendant le tournoi, elle s'exposerait à de nouvelles sanctions, comme cela est stipulé dans le code de conduite, et attention, des infractions à répétition pourraient engendrer des sanctions plus sévères, y compris l'exclusion du tournoi. Alors évidemment, on a du mal quand même à imaginer, soyons sérieux un instant, que Roland-Garros puisse exclure comme ça l'une des plus grandes stars de la WTA. En plus, ça pourrait créer un précédent assez fâcheux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette décision d'Osaka, est-ce que vous soutenez la menace comme ça de Roland-Garros? C'est sous le player que ça se passe. La deuxième info côté réseau, avant de basculer sur le coin tactique et une analyse assez pointue du jeu de Dominic Thiem, ce qui s'est passé contre Pablo Andújar, c'est quand même assez étonnant cette défaite en 5-7, on va analyser cette punchline que nous a envoyé Mats Wilander à l'endroit justement de Dominic Thiem. Quand nous avons vu la finale de l'US Open entre Thiem et Zverev, il est facile de voir qu'ils ne sont pas prêts à gagner un grand chelem contre Rafa, Roger et Novak, donc il a dit cette phrase un petit peu en amont du tournoi de Roland-Garros. La seule raison pour laquelle Thiem a gagné à New York est que les 3 autres n'étaient pas là. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes complètement choqué par la phrase de Mats Wilander? Dites-moi ça dans les commentaires et puis nous on passe immédiatement au coin tactique. Et on enchaîne avec le coin tactique, la sensation du jour, Dominic Thiem qui perd face à Pablo Andújar. Alors c'est une demi-surprise, attention vu ce qui s'est passé ces derniers mois côté autrichien, Andújar qui a fait un excellent match, on va essayer d'analyser précisément ce qui s'est passé en 2 points clés. Le premier point, et qu'est-ce que ça tranche avec le joueur que Dominic Thiem a été ne serait-ce qu'il y a quelques mois maintenant, c'est à quel point il a été passif sur cette rencontre, il a vraiment laissé à Andújar l'opportunité de créer du jeu. Alors il y a une statistique qui ment pas, c'est le pourcentage de points gagnés sur deuxième balle, 34% dans cette rencontre, 54% en carrière sur terre battue selon le site officiel de l'ATP. Donc on a vu un joueur qui est un petit peu perdu sur le court, qui sait plus trop quand il faut accélérer, quand il faut être un peu plus passif. Ici typiquement dans cette palette il va tenter un coup trop difficile, il va essayer de s'engager de long de ligne, mais forcément la zone elle est difficile, le filet il est haut, et il va mettre un revers long ligne dans le couloir, alors que quand tu regardes Andújar il est très loin, donc il pourrait jouer ici, il sait que Andújar s'il la ramène ça va être un coup un peu moyen, il pourra l'exécuter en 2 temps. Donc Dominic Thiem, une shot selection assez médiocre pendant toute la rencontre, ça c'est aussi le fait que t'as pas beaucoup joué ces dernières semaines, t'as pas beaucoup remporté de rencontres, t'es pas dans une confiance optimale, et du coup tu te trompes de zone, tu te trompes de coups, tu te trompes d'effet, et c'est ce qui s'est passé dans cette rencontre. Alors ce qu'il a essayé de faire c'est d'engager les échanges, de poser des questions à Andújar, de lui dire vas-y attaque, je vais essayer de réagir par rapport à ce que tu fais, mais le problème c'est que dans le tennis de très très haut niveau, vous pouvez pas vous permettre de jouer de cette façon pendant 5 manches, vous allez pas l'emporter, surtout contre un joueur Andújar qui était en forme, qui a fait une demi-finale à Genève, et ça n'est pas passé tout simplement pour Dominic Thiem, trop passif sur cette rencontre. Un autre exemple de cette passivité mélangée à une shot selection absolument atroce, on le voit ici donc armé un revers, la balle elle est très très basse, elle arrive au niveau de ses chevilles. Qu'est-ce qu'il va faire notre ami Dominic Thiem? Je vous le donne dans le mille, il va essayer de la recouvrir, il va complètement satelliser la balle dans les bâches à côté du ramasseur de balles, alors qu'ici un slice s'imposait. Donc ça encore une fois, c'est une palette qui exprime à quel point Dominic Thiem n'a pas été assez clairvoyant sur sa shot selection. Et une réflexion importante par rapport à ça, par rapport à la situation de Dominic Thiem actuellement, c'est qu'il ne fait peur à personne. Ouais, on l'a vu avec Andújar, il est mené 2-7-0 et continue à y croire, il continue à serrer le point. Ça c'est aussi le fait que t'as pas remporté beaucoup de matchs, le mec en face ne te craint plus. On a un petit peu ce syndrome là avec Rafa, même si c'est beaucoup moins évidemment important pour le Mallorquin qui reste quand même assez dominateur, qui a réussi à bien finir sa saison sur terre battue avec une victoire à Rome. Mais on l'a vu sur les premiers matchs à Barcelone,
Switzerland par exemple, Ivashka qui essaye de l'enfoncer, il tente sa chance, c'est un petit peu ça aussi, quand on aura baisse, l'adversaire en face y croit davantage, et ça je pense que ça a concouru à la défaite de Dominic Thiem cet après-midi. Le deuxième point clé, et je sais pas du tout ce qui s'est passé dans la tête de Dominic Thiem avant la rencontre et pendant à ce niveau-là, c'est le retour de service. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous a tenté? Pour synthétiser tactiquement ce qui s'est passé, en première balle il était campé sur sa ligne, et en deuxième balle il s'est mis à 2-3 mètres de la ligne de fond pour essayer de se donner du temps, pour essayer de faire le fameux return one to punch, c'est-à-dire un long retour bombé très long. Ensuite tu avances dans le court, tu es collé à ta ligne, et puis tu envoies une sacoche là où le joueur n'est pas pour essayer de finir le coup en 2 points. C'est ce que fait admirablement bien Rafael Nadal par exemple. Le problème pour Thiem cet après-midi, c'est qu'il a pas du tout trouvé de longueur en retour de service. Il a mis des balles dans le carré de service, donc Andujar s'est régalé, il a pu avancer dans le court, il a pu distribuer, il a pu enfoncer comme ça Dominic Thiem sur les échanges et les dominer d'une manière générale. Andujar qui a vraiment fait son match. Dans le deuxième set, il y a eu une stratégie un petit peu différente de la part de Thiem, qui a essayé de se reculer maintenant, surtout côté égalité. En fait, il faisait pas ça côté avantage, uniquement côté égalité, se reculer sur la première et se reculer aussi sur la deuxième. Il a fait 3 breaks au total dans cette deuxième manche, et puis ensuite il est retourné un peu dans ses travers, il a essayé de mixer, enfin il n'y avait pas vraiment de stratégie globale, il n'y avait pas vraiment de stratégie claire, nette et précise qu'on pouvait lire depuis notre position, donc je sais pas ce qui s'est passé avec Thiem. Est-ce qu'il a essayé d'improviser? Est-ce qu'il a essayé de se dire je suis pas trop en confiance, je vais laisser les clés du jeu à Andujar? Dans tous les cas, la tactique elle était complètement à l'ouest, et donc il y a du boulot pour Thiem, clairement il va falloir reconstruire le joueur, parce que là on part quand même d'assez loin je trouve, hein. C'était un match terrible de la part de Thiem, déjà à Lyon contre Norrie c'était catastrophique, là contre Andujar il tient pendant les 2 premières manches, il est pas trop mal, mais ensuite on sent clairement qu'à partir de la moitié du 3e set il est complètement concassé par Andujar, il fait pas du tout les bons choix, il est complètement à la ramasse, et il a pas du tout été aidé en cela par un déplacement assez suspect, hein. Surtout son temps de réaction qui était je trouve assez moyen, il y a la petite demi-seconde qui manque pour être parfaitement sur la balle, pour pouvoir la renvoyer parfaitement centrée et trouver la bonne zone, pas subir les offensives adverses. Ici on voit Andujar qui a attaqué côté coup droit long de ligne, et Thiem qui est un petit peu à la bourre, cette fameuse demi-seconde qui lui manque encore, parce qu'il a pas assez remporté de rencontres, il a pas assez joué de matchs. Le tennis c'est aussi une habitude, une acuité visuelle, avoir les bons repères, savoir quand précisément réagir et comment. On l'a vu aussi un petit peu emprunté sur les courses vers l'avant, donc dans l'ensemble voilà un Thiem en reconstruction. On le verra sur la saison sur gazon, c'est pas forcément sa surface fétiche, mais voilà un joueur qui fait peine à voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette rencontre. Et on enchaîne avec la reco du jour, le match à ne pas manquer demain, et ça va être tout simplement le retour du maestro suisse qui n'avait plus joué en Grand Chelem depuis l'Open Australie 2020, une défaite, vous vous en souvenez, en 3-7 face à Novak Djokovic qui avait remporté ensuite l'Open Australie. Donc ce sera contre Denis Istomin à 16h, c'est un pas avant 16h, donc ça commencera très certainement à 16h pile. Le head-to-head entre les deux hommes c'est 7-0 pour le Suisse, 2-7 perdus simplement pour Roger Federer face à Denis Istomin. Côté jeune, parce qu'il n'y a pas forcément que les anciens qui jouent au tennis, les Nadal, les Federer, etc. Il y aura aussi Caso à regarder, je pense, ça va être un match intéressant, ce sera sur le court 7 vers 14h15. On a aussi Alcaraz forcément à surveiller, donc les petites pépites françaises et espagnoles, on va espérer pour ces pépites qu'elles passent un petit tour, et forcément c'est une des attractions cette année, c'est la Night Session, et ce sera Serena qui va inaugurer la première Night Session à Roland-Garros. La programmation qui va faire l'objet d'une attention très particulière, parce que je pense que ça va un petit peu tourner, il n'y aura pas de public évidemment pour ces Night Session à 21h, donc on va observer ça avec un grand intérêt. C'était le premier digest de Roland-Garros, si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce, on va se retrouver tous les jours de la quinzaine comme ça pour débriefer l'action à Paris. On se retrouve demain donc pour un nouveau digest, d'ici là portez-vous bien et prenez soin de vous.